Tu sais pas de quoi on peut parler, les gens, il fait. Ce match, on peut pas le perdre. On peut pas le perdre. Le patron vous met la tête, mais vous savez pourquoi on est là. Mais qu'on parle de quoi? De moi, des touches, des mêlées, je sais pas moi. On a rien fait. Bonjour. Où avez-vous commencé le rugby? Ben, ici, voilà, sur ces terres, allez-y encore bien. Fief du 13. Je suis originaire d'ici, donc j'ai commencé dès l'âge de 6 ans à jouer à 13, au Feu le 13, jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc voilà, mes premiers pas, je les ai faits ici, dans ces vestiaires et dans cet environnement. Quels sont vos premiers souvenirs dans un vestiaire? Ouais, il y a tellement de souvenirs de jeunes. J'ai surtout le souvenir de vivre avec mes potes, avec ceux avec lesquels je vivais au quotidien et partager les moments de plaisir et de bonheur lorsqu'on était aussi dans le vestiaire et notamment ceux-là. Voilà, c'est ouais, des moments de joie surtout. Je garderai que des moments de joie, de bonheur et de potes, quoi, surtout ça. Quels sont vos premiers souvenirs en équipe senior? Alors en senior, c'est un peu... J'ai pas joué en senior ici, j'ai commencé à 6 ans jusqu'à 16 ans. Je suis parti à 16 ans à Narbonne donc. J'ai fait toutes mes classes ici, toutes les bonnes années, les années bonheur, parce que l'insouciance et le plaisir uniquement. Et à 16 ans, dès l'âge de 16 ans, je suis parti jouer à Narbonne, au Racing Club Narbonnais. J'ai franchi le Rubicon et ça fait qu'à 16 ans, j'étais un peu surclassé puisque j'étais à l'âge de 14 ans, 15 ans, je jouais à junior. J'ai surtout joué à junior en étant cadet, mais j'ai gardé un bon souvenir puisque on est un cadet de cette génération juste avant que je parte à 15, champion de France. Donc j'ai quand même un beau souvenir et un titre avant de partir à 15. Pourquoi sépare-t-on les avants et les arrières? Les avants d'un côté, les arrières de l'autre, ça l'est un peu moins. Je crois que les avants, plus pour le combat, ils se préparent différemment. Les trois quarts sont plus pour la philosophie de jeu et ils ont besoin plus de parler stratégie, les avants plus de combat. Donc voilà, le fait de se réunir peut-être donne la sensation aux hommes de se préparer. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, je crois que c'est plus généralisé, collectif et moins de séparation, même si je suppose que ça doit se faire encore. Chaque place est-elle importante dans un vestiaire? Ouais, elle a une importance, et elle doit en avoir une sûrement, parce qu'on le voit, aujourd'hui on fait des casiers, ça veut dire que chacun doit avoir le sien, et il s'approprie son espace et sa place, donc oui. Ça a l'importance, je crois que c'est voilà, c'est un petit plus des fois pour avoir le sentiment de se trouver dans l'espace du vestiaire. Voilà, c'est peut-être aussi se donner confiance en se disant que ça s'est bien passé là, alors on reste là. Qui fallait-il éviter dans un vestiaire? Ça n'est pas lesquels. Ça n'est pas lesquels. J'ai eu la chance de vivre dans des vestiaires à Narbonne et des vestiaires à Toulouse. Donc en équipe 1 forcément. Et à Narbonne, il fallait éviter Francis Desjans. Et à Toulouse, Franck Tourner et Christian Califano. Pourquoi y a-t-il une transformation de l'homme au joueur? C'est compliqué. C'est assez particulier parce que, et pour revenir sur lui, moi j'ai connu un garçon comme Francis Desjans qui était un homme dans le quotidien, dans la vie civile, qui était pétri de qualité intellectuelle puisqu'il était docteur en droit. Il est docteur en droit, j'en parle au passé, mais il est toujours
docteur en droit, président du conseil régional de l'Ariège, voilà, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un différent parce qu'il avait réussi grâce à sa culture, et quand il rentrait dans un vestiaire, il était complètement différent, il se transformait, il nous regardait, à nous, on était jeunes, avec Franck, par exemple, je pense à lui aussi, notre tournaire, il nous disait, il faut être capable de tuer père et mère en rentrant sur le terrain. Les premiers mots, les premières préparations, nous étant jeunes, ça nous a un peu marqué, quoi. On se retrouvait voilà, dans un contexte différent, où on passait de l'âge d'adolescent, où c'était du plaisir, du bonheur, même s'il y avait de la préparation, avec voilà, ce qu'on peut y mettre, mais ça n'allait pas jusqu'à là. Et là, on basculait chez les grands, quoi. Et cette préparation nous faisait prendre vraiment conscience que, voilà, on changeait de cap, on passait un cap. Et il fallait s'en associer, quoi. Et de cette philosophie, mais bon, on n'adhérait pas, ça ne nous préparait pas tous forcément. Mais en tout cas, à Francis, ça le préparait réellement. Il se transformait, il devenait différent. Et l'homme qu'il était avant et après était complètement différent de celui qui était pendant. Alors, pourquoi? Voilà, c'est peut-être voilà, le miracle du vestiaire qui fait ça. Un souvenir en particulier? Souvenir, moi-même, je crois que on passait d'un état normal à un état différent, complètement survolté, quoi. Et même moi, j'ai le souvenir d'avoir fait et d'avoir été un joueur dur lorsque j'étais à Narbonne. J'ai toujours eu ce rôle de joueur dur, mais particulièrement lorsque j'étais à Narbonne, alors que j'étais plus sûrement dans ma philosophie de jeu, mais on me poussait aussi indirectement, sans le vouloir, mais dans cette façon de faire et de préparer les hommes à devenir différents. Et j'ai pris peut-être 1 an et demi de suspension lorsque j'étais joueur à Narbonne, parce que je devenais différent, quelqu'un d'autre, et méchant, quoi. Je devenais méchant réellement, quoi. Alors peut-être c'est ce qu'on a au fond de soi qui ressort, je ne sais pas, ou qu'on cumule et qu'on garde au fond de soi toute une semaine et qu'on sort et qu'on se vide le jour du match. Je ne sais pas, mais j'ai le souvenir aussi d'avoir fait des gestes et d'avoir été même violent, et puis redevenir un peu différent. Donc déjà, personnellement, je sais que ces façons de faire m'ont transformé, mais elles n'étaient pas dépendantes que de moi, quoi. C'était un ensemble, une forme de système dans lequel tu rentrais et dont tu devenais acteur, alors que peut-être ce n'était pas la réalité de ce que tu étais. Pourquoi le discours du coach est-il si important? Parce qu'il rassure, déjà. Il permet de rassurer ou d'enthousiasmer les hommes, de leur permettre aussi d'aller chercher des choses à un moment précis avant un coup d'envoi, et donc un moment où il faut que les garçons se réveillent, adhèrent au système. Et puis, en fait, c'est un peu le berger, quoi. L'entraîneur est un peu le berger qui fait suivre ses moutons, quoi. Alors, l'idéal, c'est que le berger soit suivi par les moutons. C'est une métaphore, mais elle est imagée, quoi. Ou alors, les moutons se séparent et le berger reste un peu seul. Donc, quand le discours passe et que les hommes suivent le discours, je pense que parce que voilà, c'est celui qui mène les hommes, et les hommes ont envie d'être amenés à un moment vers un seul discours et quelqu'un qui leur apporte ce discours. Après, aujourd'hui, c'est quand même différent parce que les hommes s'entraînent tous les jours et le discours est au quotidien. À l'époque, il y avait 2 entraînements par semaine, forcément. Le discours, je pense, avait beaucoup plus de poids dans le vestiaire. Sans discours, pas de match? Si. On a eu gagné des matchs avec le Stade Toulousain, en toute honnêteté. Je ne suis pas persuadé ou convaincu qu'il y avait eu des grands discours, ou même des discours. Mais on était dominateurs, donc face à certaines équipes, on savait avant le match, le gain du match. Donc
c'était différent, quoi. Il fallait simplement se préparer sur la forme de jeu, la manière de jouer. Mais on a passé une période tellement dominateur que les discours ne venaient sûrement que lorsqu'il y avait des matchs importants. Et ils étaient plus sur la stratégie et aussi sur aussi sur l'émotion. J'ai le souvenir de Daniel Santamas qui nous avait touché lors d'un match, notamment avant un stade français, stade toulousain, stade français en quart de finale championnat de France, où il avait été émouvant, quoi. Et on s'était approprié cette émotion et on avait essayé de la retranscrire sur le terrain. Ça s'était plutôt bien passé puisque c'était un match de qualité ce jour-là. Et voilà, mais franchement, aujourd'hui, c'est plus de la stratégie, les discours et un peu aussi de la manière de faire. Plus que, les garçons ne se tapent plus les têtes dans les portes et ne se font plus masser au grain de crin, quoi, pour se préparer. Qui vous a marqué par ces discours? Daniel, pour l'émotion, parce qu'on l'aimait beaucoup, Daniel. Donc, et je ne pensais pour lui parce que c'est quelqu'un qui était extraordinaire pour nous et un homme formidable. Après, moi j'ai l'avantage d'avoir connu des entraîneurs exceptionnels, donc peut-être les meilleurs de ceux qui puissent exister. J'ai eu la chance de connaître d'Escret la Villepreux. Pour moi c'était vide, zéro discours. J'ai eu des Guinoves qui étaient un discours usant, poignant et il allait chercher au plus profond de toi ce que tu pouvais donner de meilleur et de plus fort. C'était de la psychologie presque, donc il est très fort pour ça, mais c'était en amont qui te préparait toute la semaine. Donc le week-end, il n'avait presque pas besoin de faire des grands discours, et en tout cas de te parler parce que tu savais que déjà ça faisait 6 jours qu'il te rongeait. Bernard Laporte a été... les discours de Bernard ont été bons aussi et j'ai beaucoup aimé. Lui, il était plus dans la brutalité, dans le face-à-face, dans l'excès presque, mais il le faisait lorsqu'il fallait le faire et il marquait les hommes et il leur donnait la sensation de réagir. Mais il a eu aussi des discours cool et qui étaient très bons discours aussi. Voilà, donc c'est vrai que Guy et Bernard ont été des hommes pour moi, en tout cas dans ma carrière, importants forcément parce que c'est eux avec lesquels j'ai fonctionné sûrement longtemps et Francis en tant que joueur parce qu'il avait un discours un peu atypique dans les années où on pouvait encore faire ce genre de discours. Preniez-vous la parole dans le vestiaire? Ah ouais, j'étais déjà, je parlais un peu trop peut-être des fois, mais j'étais quelqu'un qui était, qui aimait pas être, j'ai besoin mon caractère fait que je suis, alors je suis pas introverti, je suis calme, je peux avoir mes moments de calme, de solitude et d'apaisement, et des moments où je peux être dans la colère, dans la parole, dans l'excès de parole. Et quand tu es joueur, selon les matchs, selon les moments, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup et qui je prenais souvent le discours. Ouais. Pouvez-vous expliquer l'aspect tactile du rugby et de ses vestiaires? Parce que on va à la guerre, entre guillemets, quoi. On va à l'affrontement, on va au combat et avant le combat, on a besoin de se toucher, de se sentir pour voir si on va être présent dans ce combat-là. Et ça nous permet aussi de se rassurer, je pense, de se retrouver des petits changements que l'on peut avoir dans des moments comme ça, qui sont liés peut-être à la peur, au stress, et le fait de toucher l'autre rassure et compense ces moments un peu de doute.
et te permet d'être plus confiant, je pense, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est surtout s'encourager et se préparer. Ce n'est pas le fait de se toucher ou de se... Je pense que c'est surtout le fait de se dire, voilà, on est prêt, on peut y aller. Est-ce interdit de rire dans un vestiaire? Ça peut être malvenu, forcément, parce que c'est des moments où, logiquement, tu es tendu et stressé, prêt pour aller au combat. Donc, ça va pas, l'un ne va pas avec l'autre. La rigolade, la déconnade et le fou rire ne vont pas avec ce que tu dois rendre comme copie en rentrant sur le terrain. Mais c'est difficile aussi parce que moi, j'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est une chance et un bonheur d'avoir joué avec des garçons extraordinaires, avec des garçons qui étaient extraordinaires dans le jeu, et des grands joueurs, mais c'était surtout extraordinaire de vivre avec eux parce que c'est des garçons qui t'enlèvent le stress, qui te font rigoler, qui te donnent la bonne humeur, de la joie de vivre. Je pense à des garçons comme Franck Tourner, je le recite parce qu'il a fait partie longtemps de ma vie sportive, Christian Califano, Cédric Soulette, chacun à leur manière, mais ces hommes-là ont été extraordinaires en termes voilà, de joie et de bonheur, quoi. Moi ces hommes-là, je les ai aimés, quoi, et je les aime encore, mais là, dans ces moments-là, parce qu'ils t'ont levé ce stress, cette difficulté que tu peux avoir à vivre. Et on avait la chance à cette période-là de vivre en club, en équipe de France, et on continuait et c'était pareil, je ne changeais pas de niveau, de moyens, même s'il y avait, on montait avec l'équipe de France et on jouait des matchs, c'était la même philosophie, après ils savaient se préparer, ils savaient être stressés aussi, ils avaient des moments durs et difficiles avant les matchs, mais globalement, c'était extraordinaire, ils nous ont fait avant de rentrer sur les stades, ils nous ont fait pleurer de rire. Moi, j'ai eu attrapé des fous rires avant de rentrer, obligé d'aller me cacher dans le vestiaire, dans les WC pour rigoler. Mais pas moi, tous. On n'avait pas le choix, quoi. Un souvenir en particulier? Il y en a tellement. Je ne sais pas, mais Cali, par exemple, il venait dans le vestiaire, comme il plongeait, il faisait le phoque. Avant de rentrer, Franck Tourner avait mis un jour le maillot 14. Allez, on y va, il nous fait, avant de rentrer au coup du sifflet. Mais des trucs, Franck, après parce que voilà, avec les matchs, tu as le stress, tu vas au chiottes, au WC régulièrement, et il te ramène du papier, Franck, du papier toilette, tu vois, il te le met pendant le discours à côté de toi ou sur les genoux, fait des trucs comme ça qui sont cons sûrement, mais qui pour nous, dans ces moments où on est tendu, te font pleurer de rire. Et puis le stress, je crois, double le fou rire, quoi. Tu vois, tu peux plus t'arrêter, quoi. Et puis tu peux pas non plus regarder les mecs parce que tu es plus crédible et puis tu peux pas rentrer dans le couloir face aux adversaires avec la larme aux yeux, mais de rigoler. Donc voilà, il faut réussir à le gérer. C'est des moments inoubliables et fabuleux, mais voilà, en tout cas, ils nous ont permis de vivre ça avec aussi de la bonne humeur et pas que du rugby travail, quoi. Comment Guy Novès réagissait à cela? Guy évitait de le voir et faisait en sorte de passer à côté parce que voilà, il était très fort pour ça. Il savait que voilà, il ne pouvait pas leur empêcher à eux de faire les cons. Il ne pouvait pas les empêcher d'être ce qu'ils étaient parce qu'il dénaturait l'homme qui devait être pour être bon après sur le terrain. Et il ne devait pas dénaturer l'homme qui rigolait parce que c'était sa façon aussi de se lâcher et de se vider, quoi. Donc quelque part, il était bon dans ça, et il est bon dans ça. C'est sa philosophie qui était forte, c'est qu'il laissait aussi les hommes réagir et agir comme ils étaient réellement dans la vie avant de rentrer sur le terrain. Et c'est ce qui faisait la force de ce club, c'est qu'il ne nous dénaturait pas en jouant avec nos qualités, il nous apportait simplement des solutions pour être meilleurs sur le terrain, mais il ne nous dénaturait pas, et ça c'était, je crois, ce qui faisait sa force. Pour votre première sélection, étiez-vous impressionné dans le vestiaire? Ouais, ben, ça marque toujours. Bon, ma première sélection, c'était forcément au Stade de France contre l'Écosse pour le tournoi des 5 Nations, à l'époque 5 Nations. Ouais, c'était le Stade de France
Et forcément, ça m'a marqué. Parce que voilà, c'était un stade un peu atypique, particulier, voilà, sur le contexte équipe de France, donc forcément c'est assez particulier. On est revenu en plus avec le club 3 mois après, puisqu'on est en finale, on est champion cette année-là, donc j'ai eu la chance de le vivre dans la même saison 2 fois. Après, j'ai préféré la seconde fois. Je crois que j'avais plus profité cette année-là, lorsque je reviens au Stade de France, puisque c'est le même vestiaire, la première sélection, la première finale, dans le même stade. Donc, mais j'avais plus profité. Je connais la première sélection, ça va vite, quoi. Tu as une semaine, en plus c'était une période compliquée où les entraîneurs, c'était Villepreux-Scrella était en colère contre les joueurs précédents, donc il nous battait froid l'ensemble de l'équipe, alors que bon, moi j'avais pas fait grand chose. Donc on a passé une semaine surtout voilà, sympa, j'ai appris à connaître l'équipe de France, c'était ma première sélection, donc forcément j'étais heureux de la vivre. Et puis surtout le Stade de France qui a été voilà, ce vestiaire un peu particulier, immense, stade quasiment neuf, donc il n'y avait pas de recul, il n'y avait pas d'ombre qui flottait dans ce vestiaire. Donc, sympa, mais sans plus marquant que ça, quoi. J'ai vécu en Coupe d'Europe des matchs à l'extérieur ou dans des enceintes comme des stades ici, avec sûrement moins de propreté, de beauté, de place, mais avec quelques fantômes qui flottaient dessus et tu les ressentais, quoi. Le discours, c'est instinctif chez vous? Oui, ça l'est parce que j'ai le sentiment qu'il le faut. Ça l'est de moins en moins, c'est de moins en moins long. J'essaie de taper les hommes plus longtemps dans la semaine, individuellement, et au service, après, au service du collectif. Voilà, juste débriefer de quelques petits discours avant le match, mais des fois j'en fais de plus longs, des fois de plus durs. Mais ouais, c'est assez instinctif, je crois. Je crois que c'est assez instinctif. C'est quelque chose, c'est l'exercice que je fais assez naturellement et ça me forçait. Est-ce dur de se renouveler? Une remise en question permanente, une semaine différente, une équipe différente aussi en face. Donc il y a toujours de la facilité à se renouveler, mais il y a toujours de la récurrence, il y a toujours de la... Voilà, il y a toujours les mêmes attitudes. Donc quelque part, oui, c'est jamais très simple. Donc l'intérêt, il est aussi de trouver les solutions, qu'elles ne soient pas usantes pour les hommes. Ça, c'est la priorité, de trouver le bon équilibre, pas trop long, pas trop court, juste qui marque et qui soit précis sur ce dont tu as envie et sur ce dont tu estimes être le message idéal pour que les garçons le prennent bien, quoi. Ajoutiez-vous un peu d'humour dans vos discours? Ouais, de temps en temps, il faut aussi la pointe d'humour et de temps en temps ne pas se gêner à mettre parce que voilà, comme je dis aux garçons, moi, avant tout, ce sport, c'est le nôtre, quoi. On se l'approprie et on se l'approprie jeune et on ne va pas à la guerre, quoi. On va faire un sport, on va faire notre sport, notre plaisir, notre bonheur, quoi. Donc voilà, de temps en temps, rentrer détendu parce qu'il y a eu un peu d'humour dans le discours, dans la manière de faire avant. Moi, je ne vois pas en quoi ça pourrait nuire à la façon d'être des hommes sur le terrain. Conservez-vous un souvenir d'une gueulante mémorable? Ouais. Après, je peux être très dur avec les mecs et leur gueuler dessus. Mais je peux être aussi compatissant et comprendre les hommes. Donc il faut trouver... La colère, elle vient... Moi, je peux être très colérique lorsqu'on a le sentiment de ne pas donner ce qu'on attend d'eux, quoi. De ne pas te donner, en tout cas de pas te donner le sentiment qu'on s'investit, quoi.
on peut ne pas être meilleur que les autres, on peut ne pas avoir les qualités, les carrières, les vécus des autres, mais on a quelque chose à respecter toujours, c'est au moins quand on rentre sur un terrain, ça c'est mon sentiment, voilà, c'est de rentrer avec la fierté de porter un maillot qui représente quelque chose, un passé, un investissement, et on se doit, nous aussi, de s'investir pour le maillot que l'on porte. Après, pour le reste, si les autres sont meilleurs, il faut l'accepter. Si un plaquage est manqué, on peut l'accepter. Si une erreur, parce que peut-être nous aussi, on est passé à côté de la forme de management et de stratégie. Donc, voilà, on l'accepte, quoi. Mais on ne peut pas accepter, voilà, le manque d'investissement, je ne l'accepte pas, quoi, parce que j'estime que c'est le b.a.-ba de ce sport. Le b.a.-ba de ce sport, c'est de rentrer pour mouiller le maillot et représenter le club et la ville dans laquelle on est impliqué. Après, voilà, encore une fois, oui, ça m'est arrivé régulièrement, souvent, de pousser les gueulantes. Et j'espère à juste titre, puisque ça a souvent fait réagir les hommes. Donc, voilà, je pense que je ne l'ai jamais fait pour me faire plaisir à moi. Des remords quelquefois? Ouais, surtout dans mon club, parce que on est le club le plus pauvre de la Pro D2. Alors, je pousse les hommes à bout, quoi. Je les pousse à bout à fond dans leur fonctionnement. Je leur impose d'aller au-delà de leurs limites. Et il y a de l'usure, il y a de la fatigue. Mais moi, je ne peux pas en tenir compte, si tu veux, même si je le sais. C'est ça le paradoxe, c'est que je sais que c'est dur pour eux. Je sais que c'est compliqué pour eux parce que des fois, il faut le maximum, même si ça ne réussit pas, il faut le maximum. Mais je ne peux pas leur dire que même s'il faut le maximum, ben, d'arrêter, quoi. Il faut continuer, aller encore plus loin. Je tire au maximum de leur potentiel et de leur qualité parce que c'est notre façon à nous de survivre. Et c'est ce qui nous permet d'exister. Donc des fois, oui, des fois j'ai des remords parce que je sais que je le fais pour les faire réagir et qu'ils repartent dans leur retranchement, d'aller tirer les dernières cartouches qu'ils ont au fond d'eux. Mais je sais au fond de moi que des fois c'est très difficile pour eux, mais je ne peux pas leur dire non plus. Comment faites-vous avec les étrangers? Ben, moi, tu sais, j'ai eu la chance de finir ma carrière en Angleterre. Et je suis arrivé avec une équipe à Northampton où il y avait quasiment que des internationaux. J'ai pris mon pied grave parce que j'ai joué avec des hommes exceptionnels et avec lesquels j'ai gardé des souvenirs immenses. J'ai apprécié ces hommes-là parce qu'ils avaient, les Britanniques, ils ont des défauts, ils ont surtout des qualités, celle d'être des vrais mecs. Et moi, j'aime bien leur fonctionnement. Mais par contre, ils ne m'ont jamais parlé en français, quoi. C'est-à-dire que c'était à moi de m'adapter à leur culture, à leur philosophie et à leur vie, puisque c'est moi qui venais chez eux. Donc, j'estime, moi, qu'un étranger qui vient en France, il faut qu'il fasse l'effort, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait l'effort. Si je ne faisais pas l'effort, j'étais perdu, je me démerdais. Ça m'a servi et ça m'a permis de progresser. Voilà, je crois qu'à eux aussi à faire des efforts. Et forcément, on les aide et on essaye de parler et de se faire comprendre. Mais je pense que c'est d'abord aux joueurs à faire l'effort. Je crois que c'est à eux à faire en sorte de venir chez nous et de voir progresser chez nous. Quel moment préfériez-vous dans les vestiaires? Disons que l'avant-match est très bon parce que c'est un côté de tout ce qu'on a décrit, le vestiaire, l'environnement, le système, tout ce que tu as vécu de la semaine, tu le mets au service de 2 heures avant. Le match, c'est quand même le moment clé, donc c'est le bon moment parce que c'est l'aboutissement de ce que tu as préparé et fait toute la semaine. Et l'après-match, il peut être très bon, mais quand tout le reste avant, c'est bien passé, quoi. Voilà. Moi, les après-matchs de défaite, j'ai du mal, quoi. J'ai vraiment du mal. J'aime pas perdre. C'est un défaut, chez moi.
j'accepte pas la défaite, j'aime pas perdre. Alors hélas, encore une fois, je ne suis pas dans l'endroit où on peut gagner souvent et le plus, donc il faut que je me fasse à ça, je me suis fait à ça. J'étais mal habitué parce que quand tu pars du stade et que tu arrêtes de ce club où tu gagnes tout quasiment plus souvent que ce que tu perds, ben, il faut se résigner à aller dans un endroit, en tout cas là où je suis, et accepter le fait que tu perdras plus que ce que tu vas gagner, quoi. Donc, même si on arrive quand même à maîtriser plutôt bien notre sujet par rapport aux autres équipes et même à gagner quand même pas mal et en tout cas essayer de le faire le plus souvent possible et on ne le fait pas trop mal. Mais il faut accepter aussi de perdre et de souvent perdre et là j'ai du mal, quoi. J'ai du mal parce que l'après-match en perdant, j'aime pas perdre et moi ça me ronge, quoi. Ça me ronge de perdre et si on me fait un baby-foot ou je sais pas, un tennis, eh ben, je n'accepterai pas de perdre. Donc même là, même si c'est mon meilleur pote et même si tu es meilleur que moi, mais je vivrai très très mal. Donc là, le fait que ça soit encore plus impliquant pour moi, et c'est pour moi difficile de perdre, même si je l'accepte, mais si je le comprends, parce que voilà, les équipes plus fortes que nous et on en est conscient. Mais l'après-match est quand même bien meilleur quand tu gagnes. Regrettez-vous les anciennes mi-temps qui ne duraient que 5 minutes? Franchement, je n'ai jamais trouvé que c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ça te permettait de rester dans le rythme et d'être franchement chaud, prêt pour rentrer. Quand il y avait des blessures, peut-être, c'était un peu short parce que j'ai le souvenir à des mi-temps de me faire coudre les arcades ou l'oreille. Vite, il fallait reprendre. Donc, ça forçait le docteur à accélérer. Et forcément, à ne pas faire ce qu'il fallait en termes d'esthétique. Mais moi, je préférais parce que je trouvais que voilà, on était chaud et qu'on ne perdait pas de temps, quoi. On rentrait, le discours, en 5 minutes, il est dit. Donc, si tu veux entendre un discours, en 5 minutes, ça suffit. Les organismes, quoi qu'il en soit, que ce soit 5 minutes ou 10 minutes, puisque tu ressors un peu avant, il n'y a pas grand changement. Bon, après, c'est plus, je pense, pour d'autres raisons, mais moi, franchement, je trouve que c'était bien. Et l'éponge magique? Et les bactéries qu'elle portait, et les microbes qu'elle devait avoir sur elle, cette éponge magique. Mais, bah ouais, comme quoi, beaucoup voilà, c'est beaucoup dans la tête, quoi. Je crois que... Alors, le souvenir du citron, c'est que quand je l'étais, ça me faisait l'acidité. Petit, j'arrivais pas à mettre une goutte de citron dans la bouche. Et on a commencé le rugby à 6 ans. Il n'y avait que des bols de citron. Donc à la mi-temps, alors tout le monde le faisait. Je voulais faire pareil et je faisais pareil. Mais j'avais du mal. Hein, je prenais la peine. Je faisais la grimace pendant un quart d'heure. Et puis au fil du temps, on a basculé à l'orange. Plus de moyenne. Donc c'était l'orange. Donc c'est plus agréable pour moi. L'éponge magique, quant à elle, forcément, ça provoque beaucoup de choses passent par la tête plus que par le physique et que heureusement qu'il n'y avait pas voilà, de tests d'hygiène à cette période-là, parce que j'imagine bien la couleur de l'éponge dans le même seau d'eau en train d'être nettoyée dans le même seau d'eau comme quand on fait la peinture ou quand on nettoie les vitres. Mais bon, je ne crois pas que ça a eu des incidences sur les hommes, donc ça provoque... C'était une période encore où on pouvait se permettre pas mal de choses. Conservez-vous des odeurs ou des bruits en mémoire? Ouais, forcément, moi j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance de jamais avoir quitté le vestiaire. Donc j'ai jamais perdu les odeurs. J'ai enchaîné de joueur à entraîneur rapidement et j'ai basculé, ça fait plus de 10 ans que j'entraîne. Donc j'ai jamais perdu les odeurs de vestiaire et donc c'est toujours les mêmes pour moi. Elles sont toujours similaires à ce que j'ai toujours connu. Donc la problématique que j'ai, moi en tant que joueur, j'ai jamais supporté les pommades, rien. Je suis allergique quasiment, je supporte rien. Et à l'époque, il y avait ces gammes de crin qui passaient dans le dos, certains joueurs. Massage aux gammes de crin, à l'algipan, dans le dos, ils avaient des plaques épaisses comme ça, rouges. Hein.
Quand je suis passé à 5 mètres, je passais à 5 mètres, j'avais des plaques rouges, rien que de passer à côté. Ça, c'était marquant. Mais après, bon, moi, j'ai jamais quitté, donc les odeurs, c'est toujours les mêmes. Alors, il y a les bonnes odeurs du vestiaire, parce que c'est du camphre, des huiles mélangées, donc Après, tu as l'odeur des chiottes et des WC, et là, je peux vous assurer que le stress donne des odeurs différentes dans les WC. Que pensez-vous de la télévision dans les vestiaires? Pour moi, c'est un bien. Pour moi, c'est un bien. Ça fait progresser le rugby quand même. Hein. Ça l'a fait évoluer, ça l'a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Moi, les premières télés, c'est Canal+, Guillard, Philippe, qui était très con, qui était très bon. Mais je dis ça, c'est mon pote, hein, donc je le dis avec facilité. Après, à l'époque, il y avait les chaînes régionales beaucoup. Il y avait même les premiers Coupes d'Europe, c'était les chaînes France 2. Donc, ouais, on passait à la télé, quoi. Et je trouve que ça fait. C'est une utilité, c'est une nécessité. On ne peut pas exister sans la télé. Aujourd'hui, voilà, c'est les médias qui permettent de faire du rugby ce qu'il en est aujourd'hui. Je suis convaincu. Et c'est ceux qui ont permis de monter les enchères, certes, pour les clubs et de gagner plus d'argent, forcément, mais qui ont une autre attractivité aussi pour le partenariat, le sponsoring. Et voilà, et c'est un cercle vicieux, je crois que. Voilà. En tout cas, moi, lorsque une télé vient nous filmer et qui demande s'ils peuvent rentrer dans le vestiaire, je suis toujours favorable parce que chacun fait son métier et que les deux peuvent fonctionner ensemble. Mais je crois qu'il faut être aussi conscient que. Il faut être capable de leur dire au moment où, bon, voilà, il faut arrêter, ils arrêtent, il faut être, les discours, il ne faut pas qu'ils soient là, parce que c'est assez, intime et assez stratégique, donc on n'a pas besoin que les autres l'entendent, mais le fait que les mecs se changent, se préparent, ça peut être intimidant pour certains. Je crois qu'aujourd'hui, un joueur de rugby, en s'entraînant tous les jours, n'est plus intimidé par ce genre de truc, il s'y habitue et ça fait partie de la vie du joueur de rugby aujourd'hui professionnel. Vous souvenez-vous d'un vestiaire qui vous a marqué? Qui m'a marqué, il y en a tellement de vestiaires que j'ai fait qui ont sûrement tous leurs particularités, mais un vestiaire dont je me souviendrai, je crois, longtemps, c'est deux. Il y en a un où j'ai souffert parce que j'ai souffert parce que je me suis fait ouvrir, notamment celui de Narbonne, parce que j'ai eu des moments difficiles. Quand tu t'engages et que tu as des points à faire, et à l'époque, les points, on te les faisait au moment du match, quoi. Et pendant le match, tu sortais, tu te faisais coudre, tu revenais, quoi. Donc ceux-là, ils ont été. Mais ça faisait partie de cette période. Un qui m'a marqué surtout, c'est celui de Ebewell, au Pays de Galles, qu'on avait joué avec le Stade Toulousain, on avait gagné plus de 100-0, 100 à, je sais pas, 0 peut-être, à domicile. Et on était allé là-bas, et là, on était tombé dans un vrai traquenard. Là, on était vraiment tombé dans un contexte particulier. Ils nous avaient bien préparé le retour. Et là, ils nous avaient mis dans un vestiaire qui devait faire 2 mètres de large, sur 10 mètres de long. On était empilés les uns sur les autres. Et là, ça a été marquant. Et là, on a senti que le match allait être compliqué. Et puis, tu ne pouvais même pas te préparer parce qu'on était tellement emmagasinés les uns sur les autres que le seul moment qui te tardait, c'était de sortir. Et la preuve en est, c'est qu'on a perdu le match avec un contexte hostile, un arbitrage plutôt particulier, et on a perdu le match. Donc voilà, et ça donnait le ton, quoi. Voilà. Et ce vestiaire-là, j'ai le souvenir de vraiment un vestiaire particulier. Ouais. Quelle est votre définition d'un vestiaire de rugby? Le vestiaire, c'est notre lieu de travail, hein, pour certains. Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'un des lieux de travail où on y passe le plus de temps. C'est l'un des endroits où on peut se préparer le mieux avant un match, et c'est là où on se prépare, j'espère et je pense, le mieux avant de rentrer sur un terrain.
mais c'est surtout le symbole même de ce sport. Voilà. Les sports, le vestiaire fait partie de... voilà, c'est le symbole même du rugby. Il y a le joueur, le vestiaire et le terrain. Voilà. Les trois ne fonctionnent pas les uns sans les autres. Et c'est l'endroit où toutes les émotions et toutes les émotions et toutes les charges émotionnelles s'emmagasinent, alors qu'elles soient négatives ou positives. C'est un lieu magique pour un joueur de rugby, c'est le lieu, l'endroit. L'endroit où tu es presque même pas pressé de partir à des moments, pressé d'arriver, et ou même des fois tu arrives à faire des après-matchs de qualité autrement que dans des endroits un peu plus brillants et lumineux, mais juste parce que voilà, c'est des lieux un peu particuliers pour les hommes qui participent et qui jouent à ce sport, tout simplement. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, sur ça, par exemple, j'ai le souvenir où on avait, en 2003, après notre élimination Coupe du Monde, tu vois, contre le All Black, pour la 3e place, on avait bu des bières avec eux dans le vestiaire et on avait échangé, on avait parlé, c'était des super mecs, on avait passé une belle après-partie et on était resté, je crois, presque 2 heures dans le vestiaire à boire des bières ensemble. Et c'est là où j'avais échangé le maillot, moi d'ailleurs, avec Jerry Collins, je l'ai toujours. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés quand il est revenu à Narbonne. Donc, comme quoi, tu vois, ça reste une grande famille, même de l'autre bout du monde. On a bu des bières et on est revenu et on s'est revus, on en a revu d'autres ensemble à Narbonne. Donc, comme quoi, le monde est petit de ce monde-là, en tout cas, il est petit du rugby. Mais en tout cas, voilà, ce monde du rugby, il a besoin de ce genre d'endroit pour fonctionner. Et tant qu'il y en aura comme cela encore, en bois, qui sentent un peu le camphre, même quand il n'y a pas de match, mais voilà, ça portera quand même la réalité de ce sport. Parfait.